Avocate en droit de la famille, depuis, déjà quelques années, je préfère pas compter. Et je suis absolument passionnée par le droit de la famille, par toutes les découvertes que cela implique, tant, dans ma vie personnelle d'ailleurs, que, dans la découverte de la nature humaine. Les situations sont toutes différentes. Je dis toujours à mes clients que la première chose qui, importe pour moi, c'est que vous compreniez que je vous juge pas, que peu importe qui vous êtes, peu importe votre histoire, mon objectif, c'est de montrer en somme, de l'empathie envers vous, de l'écoute, mais que votre histoire, comment dire, personnelle, est très importante. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous avez fait, que vous soyez infidèle, que vous soyez polyamoureux, que vous soyez, que vous ayez plusieurs personnes dans votre vie, que vous n'ayez pas participé au paiement de la pension alimentaire. Le rôle d'un avocat, c'est d'abord de vous écouter et de vous défendre. Donc voilà, écoutez, du coup, j'ai pas les questions, mais je vais quand même répondre, comment dire, aux questions que j'imagine, parce que je commence à les connaître finalement un peu par expérience. La première question en général que vous me posez, c'est toujours vis-à-vis de la pension alimentaire, comment c'est calculé, comment ça marche. La pension alimentaire, c'est calculé euh, en fonction des besoins de l'enfant, des ressources de l'époux qui demande la prestation compensatoire, de ses charges également, c'est-à-dire de tout ce qu'il doit payer, et également des ressources et des charges de l'époux ou du parent, du parent qui doit payer la pension alimentaire. La pension alimentaire, elle est due à un enfant, euh, pas, elle s'arrête pas en fait à la minorité à la majorité de l'enfant. C'est pas parce qu'un enfant atteint 18 ans qu'il va devoir arrêter, ne plus prétendre au droit à une pension alimentaire. En fait, c'est plus compliqué que ça. La jurisprudence considère, elle pose des critères qu'on appelle d'autonomie. Euh, C'est-à-dire, si l'enfant est autonome financièrement, et ben dans ces cas-là, le versement de la pension alimentaire va s'arrêter. Mais pour autant, si vous avez un enfant qui fait encore des études à 40 ans, vous imaginez bien que c'est pas possible, de l'aider encore financièrement. Après, bien entendu, si l'enfant est dans une situation de détresse financière, vous demeurez en tant que parent, euh, vous devez encore l'aider et le soutenir financièrement. Mais là, après, c'est autre chose. Donc voilà. Alors, je vois Antoine qui commence à m'envoyer les questions. Du coup, je vais commencer à répondre aux questions. Alors, bonjour. Je voudrais savoir combien de temps ça va prendre le jugement de garde de mon fils. Merci beaucoup cordialement. Alors, cette question, vous êtes très nombreux à me la poser. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Si vous avez un dossier hyper contentieux, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire la partie adverse? Il est possible, mais pas certain, il est possible qu'elle ne cesse de solliciter des renvois successifs. Or, si elle sollicite des renvois successifs, des renvois, ça veut dire des reports d'audience, qu'est-ce qui se passe? Si elle sollicite des reports d'audience, ça veut dire que le temps du procès va être allongé. Donc, de dire combien le jugement de garde, combien de temps ça va prendre, c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile de répondre à cette question que les délais varient en fonction des juridictions. Si vous allez à Bobigny, ça va être particulièrement long. Parfois, vous allez attendre un an avant d'avoir une audience. Si vous allez à Paris, vous allez avoir des délais qui sont plus rapides. Si vous allez à Toulon, ça va être plus ou moins rapide en fonction parfois aussi des chambres. Donc voilà, c'est des questions qui sont trop générales et pour y répondre, eh ben, il faut contacter un avocat, se renseigner sur la juridiction qui sera en charge de régler votre dossier. Donc voilà, c'est une question très générale et pour laquelle il faut répondre au cas par cas. Alors, question suivante. Bonsoir. Au fait, pendant que j'y pense, vous pouvez bien entendu partager le live Facebook sur vos comptes, sur vos groupes. Ça m'aidera beaucoup. Et puis surtout, ce qui m'importe, c'est de rendre le droit de la famille accessible à tous, au moins de fournir quelques conseils dès à présent et que tout le monde puisse en bénéficier. Et surtout, c'est important pour moi de donner une image humaine du droit de la famille, que vous sachiez qui je suis, que je suis une avocate qui est accessible, à laquelle on peut parler et qui n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit sur sa vie et surtout que je me bats. Je me bats pour la défense des pères, je me bats pour la défense des mères, des enfants du coup je me bats pour tout le monde parce que c'est essentiel pour moi de défendre les situations d'injustice. Alors, bonsoir. J'étais en garde alternée depuis 2 ans. Mon enfant a maintenant 3 ans. Étant militaire, j'ai été dans l'obligation de partir au mois d'avril en mission. C'était inscrit sur le jugement. C'était ma dernière mission. Avec ma retraite, je suis marin.
À partir d'avril, mon ex-conjointe a fait une demande de garde exclusive qu'elle gagne. Le juge estime que mon travail n'est pas stable pour l'enfant. Je fais donc un appel considérant que c'est dénigrant pour ma profession. Alors ça, dire que c'est dénigrant, c'est pas la question. La seule question qui doit guider le juge pour octroyer ou non une garde alternée, c'est pas ça. La seule question qui doit guider le juge, c'est est-ce que c'est conforme à l'intérêt de l'enfant? Sachant que c'est le dernier départ. 5 jours après le verdict, je reçois un mail de mon ex me disant qu'elle a effectué un déménagement, cinquième en 22 mois, pour rejoindre un nouveau compagnon dans l'Oise, soit à plus de 800 km de mon domicile, en inscrivant ma fille à l'école là-bas. Donc j'attends interjection en appel, mais je souhaiterais savoir que risque mon ex? Ai-je des chances d'avoir la garde de mon enfant? Le juge a-t-il les capacités d'imposer un déménagement à mon ex en vous remerciant de votre action et de votre aide? Alors, clairement, le fait de déménager du jour au lendemain pour une compagne, quoi, ou pour un ex-compagnon, pour un parent, c'est clairement une violation de l'autorité parentale de l'autre parent. Pour qu'une mère, un père qui a la garde des enfants puisse déménager, il faut l'en informer, il faut avoir des motifs valables. D'accord? Elle ne peut pas déménager comme ça. Surtout que visiblement, il y a clairement une instabilité de la part de madame, puisqu'elle a effectué de nombreux déménagements en l'espace d'un an seulement. De 22 mois, vous m'avez dit 2 ans, donc presque. Euh, donc clairement, et puis surtout, le fait qu'elle déménage seulement 5 jours après le verdict, c'est bien qu'elle attendait que ça, c'est qu'elle attendait que ça pour partir et elle a clairement menti, à mon sens, à la juridiction sur ses réelles intentions parce qu'elle aurait dû en prévenir la juridiction. Je souhaiterais savoir que risque mon ex. Ce qu'elle risque, en fait, c'est peut-être de perdre la garde des enfants. Mais ça va dépendre de la qualité de votre défense d'un point de vue pénal. Si vraiment les preuves ont été produites qui prouvent qu'il y a clairement une intention de vous nuire et non pas de protéger l'intérêt supérieur des enfants. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que dans votre situation, clairement, les enfants ont changé d'école. Ça veut dire qu'ils ont changé de type d'éducation. Est-ce que vous avez été consulté sur ces questions? Oui, non, vous en parlez pas, mais vous auriez dû dans tous les cas. Et puis, l'accord des deux parents est nécessaire pour inscrire dans une autre école. Donc, peut-être que vous auriez pu vous y opposer en disant, d'une part, je refuse que mon enfant soit désinscrit de l'ancienne école, je ne sais pas où ils étaient, et d'autre part, je refuse que mes enfants soient inscrits dans cette nouvelle école. Donc voilà. Ai-je des chances d'avoir la garde de mon enfant? Vous avez des chances, mais c'est pas gagné. Ça dépend de la défense. Mais clairement, vous avez des chances, mais le rôle d'un avocat, et vous le savez, je pense, c'est que il est impossible de garantir un résultat à une partie, à un parent, à un époux, à qui que ce soit. On est là, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de porter votre voix, c'est de vous conseiller, de vous dire, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner ou je sais ce que ça va donner, je pense que ça va donner ça, mais jamais je ne vous dirai c'est sûr on va gagner. Pourquoi? Parce que mon expérience me dit qu'on a des situations malheureusement, vous me sentez convaincu, mais c'est vrai, on a des situations dans lesquelles où vous avez clairement des situations d'injustice, des jugements qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Et pourquoi? Parce que la vérité juridique, c'est ce que je dis toujours, peu importe quelle est la vérité, même si ça vous choque, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qu'on prouve d'un point de vue juridique? Qu'est-ce qu'on prouve devant le juge? Si vous ne prouvez rien, si vous ne faites qu'affirmer, bien entendu que le juge ne va pas vous suivre. Et donc c'est dans ces situations-là, notamment qu'on retrouve dans des situations de sentiment d'injustice. Et c'est d'autant plus injuste que il y a un accès à la justice aujourd'hui qui est coûteux et que aujourd'hui, c'est pas toujours, on n'a pas toujours une défense qui correspond à ce qu'on voudrait, notamment quand on est à l'aide juridictionnelle. Donc effectivement, c'est des situations qui sont particulièrement délicates. Euh, donc, euh, euh, donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter. D'ailleurs, sachez que vous pouvez tous me contacter sur mon site par le biais de mon site internet Passis Lexis Family Law. Passis Lexis Family Law. J'exerce uniquement en droit de la famille. Au cabinet, on exerce uniquement en droit de la famille parce qu'on considère que le droit de la famille, c'est une matière à part. C'est une matière avec des sentiments qui sont fortes, qui sont très forts, avec des sentiments qui sont changeants et que ça nécessite une expertise, une empathie, une écoute qui est propre à cette matière. Et que, sans compter qu'en soi, elle est également très, très technique, notamment quand on se pose des questions de liquidation de régime matrimonial, d'évaluation de la prestation compensatoire. Donc voilà.
Alors, j'ai une petite question vis-à-vis de la prestation de la pension compensatoire. Alors, j'ai pas compris votre question parce que, en fait, d'un point de vue juridique, le mot pension compensatoire n'existe pas. Soit vous voulez parler de pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre d'une procédure de divorce, et donc si c'est la pension alimentaire au titre du devoir de secours, c'est une somme qui est payée avant le prononcé définitif du divorce. J'espère que vous avez compris. À l'inverse, si vous me parlez de prestation compensatoire, elle est la suite logique. En fait, elle est la suite logique de la pension alimentaire versée au cours d'une procédure de divorce. Euh, et en revanche, la prestation compensatoire, elle est versée au moment du jugement du divorce, du jugement de divorce. Donc ça veut dire que avant le jugement de divorce, on a la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours par l'époux le plus fortuné à l'époux le moins fortuné, et que lors du prononcé du divorce ou lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, dans ces cas-là, vous avez une prestation compensatoire qui est versée par l'époux à un autre. Sachez que je calcule avec un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Case Law Analytics le montant de la prestation compensatoire qui est due par un époux à un autre. En fait, ce qu'on fait, le problème pour l'évaluation de la prestation compensatoire, c'est que souvent, en fait, il y a plein de méthodes. Il y a 5 méthodes de calcul de la prestation compensatoire et ces méthodes donnent des résultats très éloignés. Et on s'est aperçu que ce qui donne aujourd'hui les meilleurs résultats, c'est clairement l'intelligence artificielle. C'est la technologie, surtout qu'en fait, ça va vous faire des calculs qui seront, comment dire, beaucoup moins chers. Donc, si vous avez besoin d'avoir une évaluation de votre risque juridique, donc une évaluation de la prestation compensatoire à laquelle vous pourriez prétendre en justice ou être condamné, vous me contactez, on se fait un call, j'entre toutes les informations dans le logiciel et ensuite je vous fournirai l'évaluation de cette prestation compensatoire, sachant que le document pourra bien entendu être produit en justice dans le cadre du contentieux. Et puis également la prestation compensatoire. C'est essentiel d'avoir une évaluation qui est propre à chaque juridiction. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en théorie, de faire revenir la partie adverse à la raison ou à l'inverse, de justifier le montant que vous demandez à la partie adverse. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel précis, fondé sur des millions de décisions de justice, qui va vous fournir cette évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelque sorte, il y a une forme d'impartialité de l'avocat quand il communique avec l'autre avocat pour la négociation de la convention de divorce. Et puis le juge, il est ravi parce qu'on lui donne une évaluation qui est calculée avec un logiciel qui a fait ses preuves, sachant que ce logiciel est accessible seulement aux avocats et il n'est pas accessible aux personnes, aux particuliers et que tous les avocats n'utilisent pas encore ce logiciel. Alors voilà, alors combien de temps maintenant vous me dites dure la pension alimentaire ou dure la prestation compensatoire? Alors la pension alimentaire, vous avez compris, c'est versé au cours de la procédure de divorce. À l'inverse, la prestation compensatoire, elle est versée au moment de du jugement de divorce. En principe, le principe, c'est que la prestation compensatoire, elle est versée en une seule fois. On dit qu'elle est versée en capital. Par exception, elle peut être versée sous forme de rente et elle peut également être versée en partie sous forme de capital et en partie sous forme de rente. Une rente, c'est quoi? C'est un paiement mensuel de la prestation compensatoire. Et on part notamment sur le paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente quand l'une des parties n'est pas en mesure de payer directement la prestation compensatoire sous forme de capital. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous avez compris? Ça fait très bizarre de ne pas vous voir, mais j'espère que vous avez compris et que j'ai répondu à vos questions. Alors, je prends la question suivante. Je suis en garde alternée. Je voudrais savoir, je touche la prime rentrée scolaire, mais le papa les a fin août. On habite à 5 minutes l'un de l'autre, mais il refuse que je les prenne une ou deux après-midi pour faire les achats scolaires alors qu'il travaille et que mes enfants ne font rien de spécial. A-t-il le droit de refuser que je les prenne pour faire les fournitures? Écoutez, vous avez votre réponse. Votre réponse, c'est la garde alternée, c'est votre première phrase. Si vous êtes en garde alternée, supposons sur une fréquence, alors pour tous ceux qui ne savent pas, la garde alternée, c'est une semaine avec un parent, une semaine avec l'autre parent, en théorie. Mais vous pouvez très bien avoir d'autres modalités, par exemple 4 jours avec un parent, 3 avec l'autre, 2, 1, 2, 1,
peu importe ce que vous prévoyez, l'essentiel, c'est le respect de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous allez, par exemple, pas mettre en place une garde alternée si un enfant vient de naître. C'est pas possible. Du coup, alors je reprends votre question. Donc oui, votre question, c'est que vous avez la réponse à votre question dans l'exposé de votre question. Je suis en garde alternée, ça veut dire je respecte ce qui a été convenu concernant la garde alternée. L'exception concernant je voudrais prendre les enfants pour faire les fournitures, elle n'est pas valable, tant pis. Les enfants, vous leur donnerez 3 stylos, ils se débrouilleront, vous irez faire les achats de fournitures sans eux, au moins en partie, ou vous les appelez au téléphone pour faire les courses en ligne, vous essayez de trouver quelque chose. Ça, c'est d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, vous respectez la garde alternée. Après, clairement, on voit le précontentieux dans ce genre de questions parce que quand on en est à être en conflit avec le père ou la mère, alors que vous êtes en garde alternée pour aller juste faire des courses et que ça va vous prendre 2-3 heures, clairement, ça va trop loin. Il aurait pu dire oui et puis être sympa et faciliter la communication. Mais quand j'entends ce genre de remarques, je me dis, ouh là là, il y a probablement des tensions derrière et il faut faire attention. D'accord? Faut faire attention parce que c'est des genres de situations de précontentieux où ça peut facilement s'envenimer. Alors moi, ce que je vous dirais de pas insister et de respecter ça, mais de le dire, d'exprimer votre insatisfaction, non pas sous forme de reproche en disant t'abuses, c'est vraiment pas sympa de faire ce que tu viens de faire, c'est toujours la même chose avec toi, tu cherches toujours le conflit. Non, non, non. Ça, c'est de la communication agressive. C'est de la communication qui n'est pas pertinente. En revanche, de dire: «Écoute, je ne comprends pas ton attitude, j'ai l'impression de faire mon maximum pour nos enfants et quand tu me dis que je peux pas aller acheter, des fournitures avec les enfants et prendre même 2 heures sur ton ou 3 heures, sur ta semaine, je comprends pas ton attitude. Est-ce que tu c'est parce que qu'est-ce qui se passe?» Voilà. Donc en fait, il faut vraiment que vous calmiez le jeu avec cette personne, je pense. Et voilà. J'espère encore avoir répondu à vos questions et si ce n'est pas le cas, vous me contactez sur mon site Passis Lexis Family Law ou sur Digital Droit, je vous répondrai, je vous aiderai avec plaisir. Alors, bonjour, j'aimerais que mes enfants portent mon nom de famille en nom d'usage, mais le papa ne veut pas me faire l'attestation. Peut-on faire la requête auprès d'un juge? Alors, conflit classique, classique, classique. Merci pour votre question et c'est vraiment bien qu'on en parle. Vous savez, avant, Heu, quand des parents, avaient un enfant, l'enfant portait immédiatement, automatiquement même le nom du père. La loi a changé et maintenant, on a plusieurs possibilités. On peut porter le nom du père, le nom de la mère, le nom du père et de la mère accolé, le nom de la mère ou du père accolé. J'espère que vous avez compris et que j'ai pas été trop vite. En pratique, comment ça se passe? Les parents ont un enfant, tout est beau, tout est rose, ils sont heureux et madame, accepte que monsieur porte le nom que l'enfant porte exclusivement et seulement le nom du père. Et tout est beau et tout est rose et tout va bien. Sauf que parfois les années passent, parfois seulement quelques mois et les conflits arrivent. Pas tout le temps, heureusement, il y a des familles, pour lesquelles tout va bien, hein. Ne pensez pas que j'ai une vision noire de la famille, bien au contraire. Donc voilà, ils pensent que tout est beau, tout est rose et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que, eh ben, les choses s'enveniment, la séparation intervient et qu'est-ce qui se passe? Maman se balade avec les enfants mineurs, elle est séparée et elle souhaite que son nom, à elle, figure également sur le nom, sur l'état civil de ses enfants, sur l'acte de naissance de ses enfants. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le père refuse. Le père refuse. Dans ces cas-là, vous n'avez pas vraiment de solution s'il ne veut pas donner son accord. La seule chose, c'est qu'il faut saisir le juge aux affaires familiales. Mais attention, j'en ai eu plusieurs des dossiers comme ça. Il faut saisir le juge aux affaires familiales, mais ne le saisissez pas toute seule. Certes, vous êtes censé avoir le droit de saisir le juge aux affaires familiales sans représentation obligatoire pour ce type de dossier, c'est-à-dire sans avoir l'obligation de prendre un avocat. Mais moi, je ne vous le conseille pas du tout, du tout. Pourquoi? Parce que c'est des dossiers qui font appel en quelque sorte, vous voyez, il y a un vrai combat derrière, il y a un vrai combat des parents.
et c'est pas un combat qui relève de l'intérêt de l'enfant, c'est un combat qui relève dans la psychologie des parties, vraiment de: «Est-ce que je vais l'écraser? Comment écraser l'autre? Et je ne le laisserai pas porter mon nom parce que, parce que c'est moi le père et que je vais lui faire payer, notre séparation». Ça, c'est la psychologie qu'on ne peut pas dire au juge, mais c'est comme ça qu'on le ressent, nous. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens en tant qu'avocate quand, j'ai des dossiers comme celui-ci. Donc oui, saisissez un juge et par le biais d'un avocat, même si ça va, vous coûter, plus cher de prendre un avocat, clairement, il faut le faire parce que sinon c'est, ils porteront pas, votre nom. Désolée, j'ai soif, je prends un peu de coca. Je fais pas de pub pour coca, hein, pourtant. Alors, et peut-on mettre des horaires fixes lors des échanges DVH? Alors, le papa, peut-on mettre des horaires fixes lors des échanges de DVH? Alors, le DVH, c'est le droit de visite et d'hébergement. Bien entendu, vous pouvez mettre des horaires fixes. En général, c'est comme ça que ça se passe. Clairement, quand je vois votre dossier, heu j'ai l'impression qu'il y a plein de questions juridiques qui n'ont pas été réglées lors de la séparation. Ou peut-être que vous êtes juste en phase de séparation dans ces cas-là et que c'est totalement normal. Mais moi, je vous dirais, allez contacter un avocat parce qu'il y a plein de choses qui manquent. Et si le papa a pris la décision de partir à 600 kilomètres du domicile sans raison, hem, c'est quand même surprenant. C'est surprenant, parce que ça veut dire qu'il doit moins voir ses enfants. Donc c'est peut-être le moment de saisir le juge, non seulement pour acter le fait que vous avez la garde des enfants, mais également pour déterminer les contours de son droit de visite et d'hébergement. Parce qu'avec 600 kilomètres, de trajet, j'espère que c'est lui qui fait les trajets parce que sinon c'est clairement pas dans l'intérêt de l'enfant de faire, 1 200 kilomètres dans un week-end. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais voilà, ou votre enfant. Et il fait en fonction de ses intérêts à lui et non aux enfants. Par exemple, il ne veut pas me les ramener à 18 h car ça ne l'arrange pas pour lui son retour. Merci de votre réponse. Bah, je vous ai répondu. Moi, je vous conseille de prendre un avocat. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter hein, si vous voulez prendre contact avec moi et que je vous donne des conseils plus précis. Mais ce qui me semble évident, c'est de saisir le juge non seulement pour la question du nom, mais également pour la délimitation du droit de visite et d'hébergement de monsieur parce que, visiblement, il n'agit pas dans l'intérêt, des enfants. Alors, bonjour, mes enfants alors je prends la question suivante. Bonjour, mes enfants n'ont plus de nouvelles de leur papa, aucune pension ni droit puisque toujours à l'amiable. Que dois-je faire? Avocat ou médiateur? Alors moi, ce que je ferais, c'est que j'enverrais un courrier d'avocat où je propose une médiation. C'est la première chose que je ferais. Pourquoi? Parce que également d'un point de vue procédural, on a l'obligation de tenter de trouver un règlement, amiable de la situation. Après, vous êtes quand même sur une situation où les enfants n'ont plus de nouvelles de leur père, c'est quand même pas anodin. Donc je pense clairement que si j'étais à votre place, moi j'irais saisir le juge quasiment tout de suite, hein. J'espère que vous avez son adresse pour savoir exactement du coup où il habite. Mais clairement, sur quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, j'irai pas sur de la médiation. Quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer, c'est quelqu'un qui ne veut pas parler. Alors, partir sur de la médiation, visiblement, si vous posez cette question, c'est que vous êtes quelqu'un qui essaie de favoriser la communication, sauf que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à venir en médiation s'il ne veut pas venir en médiation. Je dis toujours la même chose à mes clients, mais c'est vrai, quelqu'un qui veut pas se remettre en question, quelqu'un qui veut pas s'améliorer, quelqu'un qui veut pas, écouter l'autre, vous pouvez pas le forcer à écouter l'autre. Donc ça sert à rien. Vous pouvez le faire d'un point de vue formel, je vous dis avec une proposition officielle faite par un avocat, mais j'ai peu d'espoir et dites-vous plutôt que c'est sur un contentieux que va s'orienter votre situation. À moins qu'il revienne à la raison et qu'il accepte de payer une pension. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, si vous n'avez pas vous avez 2 solutions. En fait, soit vous avez une convention parentale, une convention de divorce ou un jugement de divorce ou relatif juste à la garde des enfants ou la pension alimentaire qui vous dit monsieur doit payer tant de pension. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire procéder à l'exécution de cet acte juridique par un huissier. À l'inverse, si vous n'avez pas comment dire, si vous n'avez pas d'acte juridique, de jugement ou de convention parentale qui statue, qui stipule
que les parties ont accepté ou que le juge a accordé une pension alimentaire de tel montant, ou détermine tel droit de visite et d'hébergement, et ben dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de saisir un avocat. Parce qu'aujourd'hui, j'explique toujours à mes clients que vous êtes dans une situation de non-droit lorsque, attendez, je vais allumer la lumière, vous êtes dans une situation de non-droit lorsque comment dire, lorsqu'il n'y a pas de jugement, lorsqu'il n'y a pas d'acte juridique, lorsqu'il n'y a pas de convention parentale ou de convention de divorce. Donc clairement, moi, ça me paraît être une évidence aujourd'hui. Prenez un avocat pour vous aider sur ces questions. Alors, question suivante. Bonsoir maître, je suis algérienne, vivant en Algérie, divorcée, mère de 2 enfants franco-algériens qui vivent en France, à Juvignac, près de Montpellier, avec leur père qui en a la garde. L'aîné a eu ses 18 ans. Alors, à partir du moment où il est né à ses 18 ans, il n'y a plus aucune question qui se pose, sauf éventuellement concernant la pension alimentaire. J'ai un jugement de divorce qui m'a accordé un droit de visite et de garde pendant la moitié des vacances scolaires françaises en France. Parfait. Première question, est-ce que je peux solliciter un titre de séjour motif visiteur ou bien vie privée et familiale? Alors, contactez-moi pour en privé pour les questions de droit de nationalité. Là, je fais seulement du droit de la famille, mais j'ai les réponses à vos questions. Je vous répondrai en privé dans une consultation en droit de la nationalité. Deuxièmement, je n'ai pas pu exercer mon droit de visite et de garde des enfants faute de moyens. Je ne les ai pas vus depuis 2013. Est-ce que je peux avoir des aides de l'État à travers mes enfants puisque je ne suis pas française ni résidente en France? Franchement, ce qui est sûr, c'est que l'aide juridictionnelle, elle est conditionnée à la résidence en France. Donc, de prime abord, ça me paraît difficile d'obtenir une aide juridictionnelle. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est contacter des associations parce que certaines ont des avocats. Moi, parfois, je le fais, mais là, en ce moment, j'en ai déjà assez, qui, en fait, défendent les personnes gratuitement. Mais les avocats ont toujours un nombre limité de dossiers qu'ils peuvent prendre et clairement, moi, c'est sûr que je le prendrai pas. Celui-ci, j'en ai déjà largement assez en ce moment. Donc oui, contactez des associations et vous allez peut-être trouver de l'aide, mais ça va pas être évident. Donc voilà. Alors, je prends une question suivante. J'ai actuellement des modalités de garde, lundi soir au vendredi matin et le père du vendredi soir au lundi matin. Cette organisation 2 fois de suite, sauf le père souhaite une semaine, une semaine. Comment le juge peut-il trancher? Les enfants ont 5 et 13 ans. Le premier système fonctionne depuis 1 an et demi et ça se passe bien. Merci de vos conseils. Alors, tant mieux si le système fonctionne bien depuis 1 an et demi parce que le juge aux affaires familiales prendra clairement en compte cet élément. C'est essentiel pour le juge de constater qu'une garde alternée fonctionne déjà bien. Après, euh, si monsieur veut passer sur une semaine, c'est en général ce qu'il y a de plus classique. Pourquoi vous vous y opposez? Euh, Peut-être qu'il y a des considérations qui sont fondées, hein. Je ne dis pas, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais effectivement, si c'est essentiel pour vous de respecter les modalités actuelles de la garde alternée, ce que je vous conseille, c'est de prendre un avocat parce que comment le juge peut-il trancher? Il va soit maintenir la répartition actuelle, soit proposer une semaine, soit même considérer s'il y a un conflit trop important entre les parents, de mettre fin à la garde alternée. Donc, ça dépend de la situation. J'espère que vous avez un avocat pour être défendu dans cette situation. C'est pas si évident que ça quand il y a des changements de garde. Donc voilà, bah, faites attention. Bonjour, j'espère que je vais vous aider. Pour les non-représentations d'enfants de ma part qui datent depuis mai-janvier pour violences physiques sur mes enfants, plainte et enquête en cours, j'ai vu une intervenante sociale de gendarmerie qui a ouvert une IP mais qui ne va pas démarrer, qui ne démarrera qu'à la rentrée. Est-ce à moi de faire le nécessaire pour mettre en place les visites médiatisées? Alors, les visites médiatisées, normalement, c'est l'association qui vous contacte. Mais si vous avez déjà le nom de l'association, dans ces cas-là, vous pouvez directement les contacter et leur poser les questions. Mes enfants 8 et 6 ans ne veulent plus le voir. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Votre question, je comprends pas bien. Elle s'est pas très très bien formulée. Bonjour, pour des non-représentations d'enfants de ma part. Donc c'est vous qui n'avez pas amené les enfants.
Donc, mes enfants de 8 et 6 ans ne veulent plus le voir, mais a priori, ils ne peuvent pas avoir d'avocat ni être entendus. Ils ont été auditionnés et il ressort bien qu'il y a violence et que ça ne va pas chez leur papa. Merci à vous. Alors, clairement, moi, ce que je conseille déjà à vos enfants, c'est d'écrire au juge des enfants ou d'écrire directement au bâtonnier en expliquant qu'ils veulent un avocat et expliquer pourquoi ils veulent un avocat. Il y a des avocats d'enfants qui sont spécialisés dans ces domaines et je vous conseille vraiment de contacter l'ordre des avocats de votre barreau de résidence. D'accord? Et après, pour la mise en place des visites médiatisées, les visites médiatisées, donc normalement, il y a une association. Vous les contactez pour avoir des informations et ça, c'est comme ça que ça va se faire. Bonsoir, j'espère avoir répondu à votre question et bien entendu, vous me contactez si vous avez la moindre question, si vous voulez un entretien plus approfondi avec moi. Bonsoir, mon ex-conjoint et moi sommes séparés depuis 2 ans par mesure de sécurité, ayant vécu 10 ans de violence conjugale, désolé. Le JAF lui a fixé des visites en lieu neutre. Celui-ci, en deux, n'a pas participé dans l'éducation de ses enfants, ni financièrement, ni autrement depuis. Celui-ci m'a dit qu'il ne souhaite pas voir si c'est 2 heures par mois. Quelles mesures puis-je prendre? Puis-je demander l'autorité parentale exclusive? Clairement, s'il veut voir, s'il refuse ne serait-ce que les 2 heures par mois, euh, vous pouvez demander l'autorité parentale exclusive, mais il y a peu de chances que cela aboutisse. Après, ça dépend jusqu'où va ce désintéressement. S'il y a un vrai désintéressement encore qui est fondé avec d'autres éléments, euh, pourquoi pas? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre l'air conditionné, s'il vous plaît? Merci. Moi, je pense que ça dépend du dossier. Peut-être que vous avez d'autres éléments sur ce dossier qui pourraient justifier un retrait de l'autorité parentale. En pratique, c'est quand même assez dur de l'obtenir, le retrait de l'autorité parentale. Ce n'est pas des dossiers qu'on voit tous les jours. En général, c'est vraiment des dossiers avec de la violence, de l'alcoolisme, beaucoup de drogue, des abus sexuels. Là, je ne sais pas exactement si on est dans cette situation-là. Donc, contactez-moi si vous le souhaitez, bien entendu. Et voilà. Alors, bonjour, je n'ai pas de date de jugement pour la fixation de la pension alimentaire et le droit d'hébergement. Le père a disparu, que faire? Si vous n'avez pas de date de jugement, ça fait combien de temps que vous avez envoyé votre requête? Vous savez, parfois, c'est long d'obtenir une date de jugement. En ce moment, les juridictions sont engorgées, certaines plus que d'autres. Donc, ça dépend si ça fait un mois que vous n'avez pas obtenu de date de jugement ou 2 mois, clairement, il faut les recontacter et contactez-les par courrier recommandé pour savoir où ça en est. Vous pouvez même vous déplacer au tribunal. Après, et si le père a disparu, vous avez la possibilité d'abord de faire une enquête, demander éventuellement une recherche FICOBA pour que le juge ordonne qu'on ait des informations sur ses ressources financières pour savoir combien il y a sur ses comptes bancaires. Je ne sais pas si vous y avez pensé, si vous êtes défendu aujourd'hui par un avocat, mais clairement, le fait de ne pas avoir de date de jugement, c'est inquiétant si ça fait plus d'un mois et demi, 2 mois que vous avez demandé. Et en même temps, là, c'est les vacances judiciaires, donc le rythme des juridictions ralentit. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est contacter un avocat pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez respecté les formes procédurales également pour déposer une requête? Est-ce que parce qu'en fait, il y a des obligations il y a des, il y a des, il y a des documents qui sont obligatoires et qui doivent être fournis. Et si vous n'avez pas fourni ces documents, normalement, ils doivent vous répondre en disant que vous n'avez pas fourni ces documents. Du coup, vous n'aurez pas de date d'audiencement de votre affaire. Et donc, il y a plein de personnes qui essaient de saisir le juge, mais qui ne sont pas au courant finalement qu'ils n'ont pas fourni les bons documents et que du coup, ils n'auront jamais de date d'audience parce que parfois les juridictions ne le disent pas. Moi, je vous dirais de me contacter si la situation est plus complexe. Souvent, d'ailleurs, je suis désolée, je vous dis contactez un avocat ou contactez-moi parce que les situations sont compliquées. C'est pas toujours possible de répondre par oui ou par non. Les situations, vous avez un passé, vous avez des émotions qui durent depuis des années et des années parfois. Oui, parfois c'est plus compliqué. Bonjour, est-ce que les avantages en nature de l'employeur de mon ex-conjoint peuvent servir pour la prestation compensatoire? Alors, c'est une bonne question, mais j'ai un doute. Attendez, je regarde avec vous directement en ligne ou sinon recontactez-moi.
Hem, alors moi, ce que j'irais vous dire, hem, c'est que ce qui est sûr, c'est que, heu les si l'avantage en nature est, payé et donné, en quelque sorte, au cours de la procédure de divorce, ça ne sert pas par la suite pour la détermination du montant de la prestation compensatoire. Dans la mesure où l'avantage en nature continue visiblement d'être versé, moi je dirais qu'on peut l'inclure. Après, il faudrait que je vérifie. Mais j'en suis pas entièrement sûre, mais à vérifier et puis ça dépend aussi du montant de l'avantage en nature, mais clairement si par exemple c'est un logement de fonction, moi j'irai le prendre en compte. De prime abord, j'irai le prendre en compte, mais à vérifier. Alors bonsoir, j'aurais une petite question. Alors souvent heu, vous dites une petite question, mais en fait, c'est une très grosse question, et parce que vous vous rendez pas compte. Alors, la CEMA peut-elle interdire à un parent de voir ses enfants et de dire à la maman que si elle les laisse au papa, elle risque de prendre la garde? Alors, quand vous dites, d'abord, heu, la CEMA, je pense que vous voulez dire que c'est, la protection de l'enfance, la cellule de protection de l'enfance. Hem Alors, est-ce que peut-elle interdire à un parent de voir ses enfants? En principe, c'est au juge de trancher cette question et par la suite alors moi j'aimerais bien voir, j'ai pas encore vu, ce type de situation, mais elles sont là pour donner leur avis aussi, hein. La protection de l'enfance, ils connaissent les situations, ils ont aussi de l'expérience. Elle peut, également intervenir pour donner son avis. Hem, Normalement, c'est au juge de trancher cette question. Heu, donc il faudrait que j'ai davantage d'informations parce que là, ça me paraît quand même ça me paraît être un dossier particulièrement contentieux, et ça me paraît être un dossier particulièrement contentieux, donc je vous dirais de me contacter, moi. Alors, bonjour, comment peut-on s'opposer à un placement d'enfants, 11 et 8 ans, passé au juge le 24 juin? Le juge a pris la décision de placer nos 2 enfants en famille d'accueil à compter de septembre. Le papa, violent manipulateur, institut thérapeutique de ma fille, et a fait une INF préoccupante, une information préoccupante, mais rien en ma défaveur. Le rapport de l'AMO n'est pas neutre. Nous habitons à 2 kilomètres. Le papa est venu habiter à côté. Il y a plein de violences, menaces, mais le juge a décidé de protéger les enfants et moi. Le papa a demandé le placement. J'ai toujours pas reçu le papier du juge pour confirmer le placement. Je vais faire appel, mais que puis-je faire pour me sortir de cette situation? Alors clairement, attendez, le juge a dit je vous protège du papa et reconstruisez-vous et trouvez une solution. J'ai un avocat à chaque audience. Quelle solution ai-je? Appel oui, demandez une expertise, demandez éloignement, merci à vous. Clairement, vous êtes dans un dossier hyper violent. Euh, Moi, je vous dirais, bon, je sais que vous avez un avocat. Euh, Le juge, s'il vous dit, prenez le temps de vous reconstruire, c'est que vous devez être en situation de difficulté probablement. Vous devez être en situation de difficulté psychologique par rapport à ce que vous avez vécu. La meilleure manière, si le juge vous dit ça, c'est qu'il considère que votre situation n'est pas suffisamment stable pour avoir les enfants. Et donc, en fait, vous avez encore la réponse dans votre question. Si vous voulez récupérer vos enfants, il faut vous reconstruire. Vous reconstruire, ça veut dire quoi? Trouver un travail en CDI. Je connais pas votre vie, hein, donc prenez pas mal ce que je dis et peut-être que je me trompe. C'est pas du tout mon but de porter un jugement, hein. Mais reconstruire sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire être stable. Et c'est très dur d'être stable. Pour être stable, il faut avoir un CDI, avoir des revenus réguliers, montrer que vous êtes inséré également dans des cadres sociaux différents. Par exemple, que vous avez, vous voyez, que vous êtes membre, d'une association, que vous faites du sport. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écouter le juge. Les juges, ils sont là, en principe, dans 99 des situations, ils sont là pour vous aider. Ils sont pas là pour, vous vous mettre en difficulté.
Reconstruisez-vous, suivez les conseils du juge et là, vous pourrez obtenir, et là, vous pourrez récupérer vos enfants. D'accord? Le juge dit: «Je vous protège du papa et reconstruisez-vous et trouvez une solution». J'ai un avocat à chaque audience, bon ça, c'est déjà très bien. Quelle solution ai-je? Vous l'avez, vous reconstruire. Appel oui, demander une expertise. Alors vous pouvez demander une expertise, oui, demande d'éloignement. Alors la mesure d'éloignement, vous pouvez le demander dans le cadre d'une ordonnance de protection devant le juge civil ou dans le cadre d'un procès pénal. Je suppose que vos avocats vous l'ont expliqué. Demander une expertise, oui, mais pourquoi? Ça dépend. Il peut être demander une enquête sociale, ça peut être utile, mais il faut encore la justifier. Donc c'est pas évident. Demandez à vos avocats. Si vous avez vos avocats, ils doivent vous défendre. J'espère en fait l'essentiel dans votre dossier, c'est de construire un dossier, d'accord? C'est de construire un dossier comme quoi vous êtes une femme qui se bat, comme quoi vous êtes une femme équilibrée, que vous avez pris conscience de ce qui s'est passé, que vous bénéficiez d'ailleurs peut-être d'un accompagnement psychologique. Souvent, l'accompagnement psychologique, quand il y a des attestations de psychologue, pardon, ça permet de rassurer le juge. Ça permet de dire: «Ah tiens, elle prend conscience de ses souffrances et elle essaie de faire en sorte de changer les choses et de faire en sorte que le comportement qu'elle a vécu ou les scènes, les violences qu'elle a vécues, si c'est votre cas, ne se reproduisent pas». Et c'est ça que vous devez faire. Vous stabiliser, c'est d'abord vous stabiliser psychologiquement et financièrement. Et peut-être que c'est ça que le juge a voulu dire. Après, je ne sais pas, mais moi, c'est à ça que ça me fait penser, en tout cas, quand je lis votre question. Alors, le père de mon fils a retiré mon nom de famille sans mon autorisation, que faire? Bah, écoutez, comment ça s'est passé? C'est qu'il a fait un faux, puisqu'en principe, il faut l'autorité parentale. Moi, ce que j'irai faire, c'est prendre contact avec un avocat pour savoir dans quelles conditions il a enlevé le nom, qu'est-ce qui s'est passé, et auquel cas, soit une procédure pénale, et bien entendu, une procédure devant le juge aux affaires familiales. Ce qu'il a fait là, c'est un faux. C'est une infraction pénale. Donc, j'irai voir à ce niveau-là. Alors, je prends la question suivante. Sacré pavé, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, toujours mariée, ma femme est en crise existentielle. Un mauvais geste de ma part en 2018, malgré un travail de couple effectué pendant 2 mois, je pense. 2 ans. Elle voit son fantasme en 2020 et bascule du jour au lendemain. Elle s'est donc servie de cette faute de ma part avec son pansement et ancien ami pour me coincer, masquer sa responsabilité et vivre leur aventure. Aujourd'hui, elle m'empêche avec ma belle-mère de voir mon fils et en fonction de ses humeurs de lui parler au téléphone. J'ai demandé la garde partagée et ne souhaite pas divorcer car je connais le process de la crise existentielle. Je suis convoquée devant le JAF le 15 octobre. J'ai toujours l'autorité parentale, mais cette voir et contacter mon fils. Que puis-je faire contre ma belle-mère qui refuse de me le passer hôtel car il passe les vacances chez elle? Puis, malgré l'interdiction d'entrer en contact avec la mère, comment puis-je faire pour voir mon fils sans faire souffrir encore ma femme, mais en m'affirmant et en prenant ma place et mon rôle de père pour mon fils? Alors d'abord, je dois vous dire que votre message, moi, je le trouve magnifique. Il est magnifique pourquoi? Parce qu'il reflète toutes les contradictions de la nature humaine. D'un côté, vous souffrez nécessairement de voir votre femme avoir une aventure et de l'autre, vous avez pris conscience qu'elle est peut-être en pleine crise existentielle et que vous avez envie de lui laisser le temps, en quelque sorte, de revenir à la raison et de passer cette crise pour, l'intérêt supérieur de votre enfant et conserver votre famille. C'est pas normal, d'abord, que vous n'ayez pas le droit de pouvoir parler à vos enfants, à votre enfant. La première chose que j'irai faire, c'est d'aller déposer une main courante en expliquant la situation au commissariat ou en gendarme. Deuxième chose que je ferai, j'écrirai un courrier d'avocat. Je prendrai un avocat et j'écrirai un courrier à la belle-mère en disant, en expliquant la situation, que ce n'est pas à elle de vous couper de son enfant, qu'elle n'en a pas le pouvoir et que ce n'est pas son travail et que et qu'il faut changer les choses. Euh, ouais, je passerai par la belle-mère en disant ça, que l'interdiction, elle vaut pour entrer en contact avec votre femme, avec la mère, pas pour entrer en contact avec votre enfant. Euh, donc voilà, moi c'est ça. Je commencerai par faire des courriers et surtout après, qu'est-ce que je ferai? Je saisirai le juge aux affaires familiales ou au moins je demanderai une médiation. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas accepter de ne pas voir votre enfant.
C'est pas dans l'intérêt de votre enfant d'être coupé de lien avec son père. Il faut vous battre pour ça. Vous devez pas abandonner. Donc c'est essentiel, le lien que vous développez avec votre enfant, il a seulement 2 ans. Un enfant à 2 ans, ça peut oublier son papa, ça peut oublier sa maman. Il va pas comprendre, il va avoir un sentiment d'abandon. Donc oui, il faut vous battre, bien entendu. Alors, je prends la question suivante. 2 filles, 6 et 9 ans, séparées depuis 3 ans après le cancer de votre dernière fille, OK, désolée. Je n'ai eu qu'un droit de visite à l'amiable et une médiation et aucun droit ne m'a été donné. Mon ex-femme a appuyé sur le fait que j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a 14 ans à l'île Maurice. J'ai eu droit à des témoignages de l'ex-belle-famille très accusateurs, une accusation de viol conjugal en main courante, que des mensonges. Alors déjà, quand on accuse de viol en main courante, c'est un petit peu léger. Après 2 ans de droit de visite qui dépendaient de l'état d'esprit de madame, il y a encore des accusations fausses. Je suis malade, dans un état second. Madame s'est même permis de porter plainte pour harcèlement et violence. Et la cerise sur le gâteau, atteinte à la pudeur à la gendarmerie. Je suis choquée et c'est la 4e fois que je ne vois pas mes filles. J'ai choisi de ne pas porter plainte malgré beaucoup de délits potentiels de mon ex-femme. Alors ça, tout de suite, je vous dis, c'est une grave erreur. Et je le vois dans tous les dossiers. Vous êtes souvent, homme comme femme, à me faire le discours, oui, pour apaiser les relations, je ne vais pas porter plainte. D'accord? Sauf que là, elle vous accuse de plein de choses. Alors j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Vous voulez vous défendre ou vous voulez pas vous défendre? Vous voulez voir votre enfant ou vous voulez pas voir votre enfant? Et en plus, vous ajoutez en me disant: «Je suis innocent et nous avons, avec notre avocate, demandé une audience qui est fixée pour le 2 décembre. J'ai mis en place un contrôle thérapeutique pour assurer madame. Je ne sais plus quoi faire pour voir mes filles». Attendez, je suis désolée, on peut très bien être bipolaire, être soigné et arriver à avoir une vie équilibrée. Le vrai problème, des bipolaires, c'est quand ils ne sont pas soignés, c'est quand ils suivent pas leur traitement éventuel ou que le traitement n'est pas adapté. Mais si vous êtes accompagné, vous n'avez pas de raison de ne pas voir vos enfants. Il faut vous battre, vous ne pouvez pas laisser les choses, comme ça. Et moi, clairement, dans la situation où vous êtes, j'aurais jamais accepté une audience, vous m'avez dit en décembre, le 2 décembre. Et pendant tout ce temps, vous allez encore pas voir vos enfants. Comment voulez-vous que le juge vous octroie un droit de visite et d'hébergement si pendant toute cette période, vous voyez pas votre enfant? C'était une assignation à bref délai qu'il fallait faire. Il fallait considérer qu'il y avait une urgence parce que vous ne voyez pas votre enfant. Vous comprenez quoi? J'attends une réponse de votre part, mais je sais que vous n'allez pas m'en donner, mais c'était ça qu'il fallait faire. Une assignation à bref délai, vous l'avez en 1 mois. Vous avez une audience en 1 mois, allez, 1 mois et 15 jours max, hein. Mais là, clairement, d'attendre décembre, moi, je trouve ça beaucoup trop. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'ai été notamment insultée par des amis de mon ex-femme à qui elle ment. Que pensez-vous de cette situation? J'ai demandé un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Faites attention, vous voyez que vous êtes dans une situation de manipulation par madame, potentiellement, et que vous acceptez cette manipulation en n'attaquant pas en réponse. Sauf que votre comportement, il a 2 explications du point de vue d'une personne neutre que je suis. Soit c'est parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à vous reprocher et dans ces cas-là, vous préférez être en retrait ou éventuellement parce que vous voulez la récupérer. C'est la première possibilité. Soit, heu, soit, bah, vous avez peur d'elle et vous souhaitez pas attaquer. Moi, je pense que c'est parce que vous avez quelque chose à vous reprocher, mais que vous n'arrivez pas à l'avouer de manière officielle. euh, et ce que vous n'arrivez pas à avouer de manière officielle, c'est ce qui vous sera reproché en pratique en justice. Donc, ça sert à rien, à mon sens, peut-être que je me trompe, de dissimuler la réalité du reproche effectué par madame à votre rencontre, puisque c'est sur cette réalité de reproche que vous serez attaqué en justice et ce qui potentiellement vous fera que vous n'aurez pas la garde de vos enfants. Donc attention dans votre dossier, j'espère que vous êtes défendu avec ardeur parce que il est potentiellement très contentieux ce dossier. Donc faites attention, sachant que le mieux dans ce type de dossier, je le dis toujours, mais le mieux c'est de communiquer, le mieux c'est de parler, le mieux c'est de communiquer avec la mère parce que les enfants ils ressentent la douleur de leurs parents, ils ressentent les tensions entre les parents. Alors bonjour, je m'occupe seule de mes enfants, leur papa ne me verse pas de pension alimentaire et ne les prend plus. Il a disparu, je n'ai pas encore de date de jugement pour la fixation de la pension alimentaire, il refait sa vie avec une femme qui a 3 enfants. Bon, bah écoutez, saisissez le juge, hein. Vous n'avez pas encore de date de jugement, mais bah, vous avez qu'une chose à faire, c'est de saisir le juge. J'espère que vous avez envoyé une mise en demeure à monsieur pour qu'il paye la pension alimentaire.
que c'est un avocat qui l'a fait et parce que sinon, bah, c'est délicat. Il faudra pas oublier de penser à demander éventuellement des arriérés de pension alimentaire ou une condamnation où il y a des arriérés de pension alimentaire parce que là, c'est pas normal. Vous savez que le paiement d'une pension alimentaire pour un enfant, c'est une obligation d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'y soustraire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire: «Acceptez que monsieur ne paye pas une pension alimentaire». D'accord? Même si les 2 parties étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas de pension alimentaire, c'est impossible. D'accord? Alors, bonsoir. Comment faire pour faire réévaluer une pension? Bah, c'est très simple. Mon mari est en garde libre depuis 9 ans. Il paye 80 € de pension alimentaire. Mes enfants ont 20 et 17 ans. Il ne les prend pas et ne donne aucune nouvelle. Suis-je obligée de prendre un avocat? Merci. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat pour la rédaction d'une requête le, euh, pour saisir le juge aux affaires familiales. Ça, c'est la première chose. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est de fournir tous vos éléments financiers, tous les éléments financiers qui vous concernent, et également d'obtenir la fiche d'imposition de monsieur, dans la mesure où vous êtes créancière d'une pension alimentaire à l'égard de monsieur. En théorie, vous pouvez obtenir sa fiche d'imposition en vous rendant au aux impôts, vous allez au centre des finances publiques et vous leur demandez la fiche d'imposition en expliquant la situation. S'ils refusent, vous contactez un avocat. Alors, bonjour, nous avions échangé en téléphone en mars. Alors, je suis désolée, c'est dommage, j'ai pas votre nom, mais tant pis. Alors, nous avions échangé au téléphone en mars. Garde actuelle suivant les cycles de monsieur, et quand il changera de cycle, ce sera une garde alternée. J'étais d'accord avec la garde actuelle, mais pas la garde alternée, mais son avocate a demandé le rajout de la garde alternée en second temps et la mienne m'a rien dit. Du coup, c'est stipulé comme accord. L'entente n'a jamais été là entre nous. Le JAF a demandé une médiation infructueuse. Elle nous a indiqué qu'elle mettait qu'aucune communication n'était possible. Est-ce que je peux demander une nouvelle requête pour demander l'annulation de la future garde alternée au vu de la non-entente, conflit plus, il a fait arrêter les suivis des enfants. Alors, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Clairement, j'en ai pas assez. Depuis notre séparation, 2 ans, j'ai les enfants les 2 tiers du mois. D'autre part, son tiers de confiance, le grand-père, fait scandale et m'a hurlé dessus à 2 reprises à l'occasion des passations dans la rue en présence des enfants. Que puis-je faire ou lui dire à ce sujet pour que son tiers stoppe ses agissements? Alors d'abord, le père, il n'est pas responsable des agissements de son père à lui. Moi, ce que je vous dirais, c'est changer de tiers de confiance en disant que vous acceptez plus de cette tiers de confiance. C'est la meilleure chose à faire. Et après, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de demande de garde alternée, bah, c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend du dossier. Il me faudrait que j'apprécie le dossier, que j'apprécie les éléments de preuve au dossier pour vous faire un retour utile. Comme ça, c'est trop délicat. Il faudrait que je sache quelle est la puissance du conflit que vous qualifiez comme ça, parce que sinon, c'est un peu trop délicat. Alors, bonsoir maître. J'ai demandé au papa de pouvoir rajouter mon nom en nom d'usage pour les enfants mineurs, mais il refuse. Dois-je saisir le JAF? Oui, j'en ai parlé au début. J'avais demandé à mon avocate lors de notre passage devant le JAF, mais elle m'avait indiqué que c'était une procédure différente. Il faut saisir le JAF et impérativement prendre un avocat parce que c'est des dossiers qui sont très contentieux. Si vous êtes obligé d'aller saisir le JAF pour un changement de nom, clairement, même un changement de nom d'usage, c'est clairement que monsieur va s'y opposer en justice. Donc prenez un avocat, sinon vous perdrez probablement. Alors, bonsoir maître. Mon ex-conjoint souhaite racheter ma part de la maison que nous avons en commun, mais pas au prix de l'estimation car il déduit des choses comme le temps qu'il a passé à faire les travaux. J'ai quitté le domicile en mars 2021. Je continue de rembourser le prêt. Il habite toujours dans la maison. Ai-je droit à une indemnité d'occupation? Oui, vous avez le droit à une indemnité d'occupation, mais ça dépend de votre régime. Quand vous dites mon ex-conjoint, c'est bien mon ex-mari? Est-ce que c'est mon ex-concubin? Est-ce que c'est mon ex-partenaire? Donc déjà, ça peut changer. Concernant Ah oui, ok, il y a marqué nous sommes en indivision à 50-50. Vous ne pouvez pas le contraindre à acheter au véritable prix.
Si, si dans ces cas-là, sinon il faut saisir, le juge, pour qu'il se prononce en liquidation de l'indivision. Mais clairement, si vous n'êtes pas d'accord sur le prix, qu'est-ce qui va se passer? Vous Il va falloir nommer un expert. C'est ça qui va falloir se passer. En général, pour évaluer le montant, d'une maison, ce qu'on fait, heu, c'est que, bah, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend, 3 estimations différentes, on fait la moyenne chacune. On fait la moyenne. Mais la déduction du temps qu'il a passé à faire les travaux, ça a également une valeur. En justice, il faut calculer en fait, quelle est la plus-value qui a été tirée des travaux, première chose, la plus-value concernant la maison. Et il faut également savoir quelles preuves il a concernant ces travaux. Parce que s'il peut prouver qu'il a fait des travaux, OK. Dans ces cas-là, sa requête est tout au moins moralement fondée. Mais ce qui compte là, si vous êtes en indivision à 50-50, c'est l'acte de propriété qui fait foi. Est-ce que vous avez un acte de propriété qui fait foi ou l'acte de propriété mentionne clairement un 50-50? Si c'est le cas, c'est l'acte qui fait foi, qui vaut, qui détermine la répartition. C'est pas les travaux. Et si monsieur, ça ne lui convient pas cette indivision à 50-50, eh ben, vous saisissez le JAF et ça s'arrête là. C'est pas à lui de décider. D'accord? Le montant des travaux, je suis sûre que vous avez payé autre chose du coup, peut-être pour compenser également. Donc à voir. Ça me paraît pas, ça me paraît pas très honnête de sa part. Moi, je pense qu'il faut que vous preniez un avocat dans cette situation et surtout également que vous demandiez une indemnité d'occupation. À partir du moment où vous êtes en indivision, il a le droit, vous avez le droit de percevoir une indemnité d'occupation. Pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? La seule manière d'obtenir une indemnité d'occupation, c'est de saisir le juge. Et clairement, si vous payez votre avocat, je ne sais pas, entre 3000, entre 2000 et 6 000 € en fonction du caractère, plus ou moins contentieux de votre dossier, vous allez clairement y gagner par rapport non seulement au fait que vous allez obtenir une indivision à 50-50, donc la moitié de la valeur du bien immobilier, mais vous allez également obtenir une indemnité d'occupation. Donc clairement, pour moi, la réponse, elle est évidente. Là, c'est avocat. Vous pouvez me contacter sur mon site, Pacislexis à l'adresse contact@pacislexis.com. Et voilà, Antoine, j'espère que tu m'entends et que tu écrit le nom de mon cabinet parce que les commentaires ne marchent toujours pas. Alors, je je prends la dernière question. Ça fait déjà 1 heure, vous vous en rendez pas compte, mais moi je suis HS à chaque fois que je fais des lives avec vous, surtout que je vous vois pas. Je voudrais tellement vous voir. Vous seriez content qu'on fasse des lives et que je puisse vous voir en direct et interagir un petit peu plus parce que c'est quand même bizarre. Je sais pas si vous êtes content, si ça vous aide ou pas. Mais bon, en tout cas, bah, je continue, je prends la dernière question. Et vous savez que je suis là pour vous aider et donc n'hésitez pas à me contacter pour plus. Donc je prends la dernière question. Si le père ment et invente des choses en m'accusant, monte les enfants contre moi, comment se sortir de là? Il ment sur ses salaires, sur sa disponibilité pour les enfants, m'accuse de tout et il mêle la famille. Alors, clairement, votre seule solution dans ce type de dossier, c'est un détective privé. Soit vous prenez un détective privé qui va suivre tous les agissements, qui va avoir des infos sur les ressources de monsieur, soit vous n'y arriverez pas. Et ce que je ferai également, c'est de me faire expertiser. Je vous conseille de vous faire expertiser d'un point de vue psychiatrique et de solliciter également une expertise de monsieur dans le cadre d'une procédure. Mais clairement, votre dossier, ça ne sert à rien d'aller voir le juge si vous n'avez pas constitué un dossier en amont. Et attention, c'est des dossiers qui sont très dangereux parce que la manipulation sur les enfants, elle a des répercussions pendant des années, des années, des années. Donc c'est important de vous battre parce que c'est vos enfants qui vont en pâtir par la suite. Un enfant, il a besoin de ses 2 parents pour avoir une bonne éducation. Si vous le faites pas, bah, c'est vos enfants qui vont perdre. Donc clairement, par exemple, s'il ment sur sa disponibilité pour les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un détective privé qui va suivre ses faits, ses allées et venues. Parce que si monsieur part à 7 heures, il y a la baby-sitter qui arrive à 7h30 et lui, il rentre à 23 heures et vous voyez la baby-sitter qui va chercher les enfants, à l'école, qui les amène, et ben, vous voyez bien que vous aurez des preuves comme quoi il n'est pas disponible pour s'occuper des enfants. Donc voilà, ce que je vous conseille, pour vous en sortir et bien entendu sur votre dossier,
dossier hyper contentieux, donc vous contactez un avocat pour vous aider, sinon vous n'y arriverez pas. J'ai des dossiers comme ça, j'en ai plein des dossiers hyper contentieux. La seule chose qui compte, ce sont les preuves. C'est pas en disant que vous êtes gentil, que vous êtes une bonne mère, que ça va bien se passer. Vous voyez bien, et je le dis à chaque fois, que vous êtes dans une situation où l'enfant est un enjeu de pouvoir, où le but, c'est de vous écraser par l'intermédiaire des enfants. Donc battez-vous. Et des situations comme ça, je vous dis, j'en ai tous les jours, par la mère. Parfois, c'est la mère qui fait ça, parfois, c'est le père. Et vraiment, c'est pas dans l'intérêt des enfants de rester comme ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai bien aidé. J'espère que vous êtes contents. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets pendant les lives, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je fais encore des lives pendant les vacances parce que je me dis peut-être qu'il y aura personne. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse des lives encore pendant les vacances. Il y a juste les 2 dernières semaines d'août, moi j'en profiterai, je prendrai des vacances. Et voilà, mais sinon, bah, je suis là pour vous aider et pour obtenir, c'est le slogan de mon cabinet, obtenons ensemble le meilleur résultat pour vous et votre famille et surtout pour vos enfants. À bientôt et profitez bien du soleil. J'espère que vous avez du soleil là où vous êtes et un petit peu de vacances. Et si vous en avez pas, je suis sûre que vous trouverez peut-être, en tout cas je l'espère, d'autres moments de qualité dans votre quotidien. Bonne soirée, bye bye.